Les forces armées maliennes annoncent avoir neutralisé une vingtaine d'assaillants à Kemassina lors d'une opération de riposte. L'armée affirme maintenir la pression sur les groupes armés dans cette zone du centre du pays. Cette année, le Ramadan et le Carême chrétien se déroulent simultanément, 2 temps forts de jeûne, de prière et de recueillement qui rappellent l'importance de la discipline, de la solidarité et du partage. C'est l'épisode 2 de notre série de la semaine. Le sélectionneur des Aigles du Mali n'a pas été officiellement limogé, mais une correspondance recommande la résiliation de son contrat après l'élimination en quart de finale de la CAN 2025. À 6 mois donc d'échéance importante, son avenir à la tête de la sélection reste incertain. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. À Kemassina, les forces armées maliennes annoncent avoir neutralisé ce 17 février une vingtaine d'assaillants lors d'une opération de riposte. Dans un contexte de tensions persistantes dans le centre du pays, cette action relance la question du rapport de force sur le terrain et l'armée affirme désormais garder l'initiative. Moussa Traori. À Kemassina, dans la région de Ségou, la riposte a été rapide et déterminée. Après une attaque visant leur position, les forces armées maliennes annoncent avoir neutralisé une vingtaine d'assaillants ce 17 février 2026. Ces dernières semaines, plusieurs offensives ont été contenues dans différentes localités du centre du pays. Un changement de dynamique semble s'installer. Les positions militaires sont moins fréquemment ciblées et les tentatives d'attaque majeures se font plus rares. La riposte de Kemassina s'inscrit dans cette évolution du rapport de force où l'armée affirme désormais imposer son tempo opérationnel et anticiper les mouvements adverses. Désormais, l'initiative n'est plus du côté des groupes armés. Franchement, il faut le reconnaître. Il y a en tout cas des semaines, des mois, aucune position, en tout cas réelle. Je ne parle pas des postes ou autres, mais des positions, en tout cas de l'armée malienne, sont rarement attaquées maintenant. Et l'attaque de Kemassina, je dirais la riposte fama de Kemassina, qui a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes, démontre toujours la dynamique enclenchée, c'est-à-dire l'initiative. Et ce n'est pas que pour le 17 à Kemassina, déjà le 15 à Nampala, il y avait eu un ratissage, en tout cas gigantesque dans cette zone. Et c'est même 15 février à Bambara Maoudi, il y a eu en tout cas des victoires FAMA sur ces groupes armés. Donc l'initiative est du côté justement des forces armées maliennes aujourd'hui. Je pense que cette dynamique sera soutenue. Les opérations menées ces derniers mois ont également permis aux unités engagées d'accumuler de l'expérience et d'affiner leur stratégie. Fort des succès enregistrés sur le terrain, les troupes passent davantage à l'offensive avec pour objectif de démanteler les refuges et les bases logistiques des groupes armés. Donc, je pense qu'après cette victoire des FAMA, cela leur a ragaillardi, si on peut le dire ainsi, tout simplement parce qu'ils ont vraiment acquis de l'expérience. Et là, ce n'est plus pour eux le moment d'attendre que leur position soit attaquée. Désormais, ils sont à l'initiative. Ils cherchent à détruire les refuges, justement, de ces groupes armés, là où les plans, en tout cas, sont élaborés pour attaquer les positions maliennes, là où la logistique est, en tout cas, stockée pour attaquer les positions. Donc, l'attaque des forces armées maliennes, maintenant, concerne justement les dépôts de logistique, les lieux de planification, pour empêcher, justement, ces groupes armés d'avoir l'initiative, de reprendre l'initiative sur le terrain. Dans le centre du pays, la bataille reste complexe, mais à Kemassina, l'armée affiche une volonté claire, conserver l'initiative, maintenir la pression et empêcher toute réorganisation durable des groupes armés. Cette année, le Ramadan et le Carême chrétien coïncident, 2 périodes de jeûne et de réflexion spirituelle qui invitent à la discipline, à la prière et surtout au partage. Un calendrier qui se croise, mais surtout des valeurs qui se rejoignent. Épisode 2 de notre série de la semaine avec Djeneba Samaki. Dans l'islam comme dans le christianisme, le jeûne va au-delà d'une simple privation de nourriture. Pour les musulmans, le Ramadan est un temps de discipline spirituelle où l'on s'abstient de manger, de boire, mais aussi des mauvaises paroles et des comportements négatifs du lever au coucher du soleil.
Et pour dire que les religions qui se disent entre parenthèses monothéisme se retrouvent sur certains principes. Et le Coran nous enseigne que le jeûne nous a été prescrit comme ça a été prescrit à ceux qui nous ont précédés. Peut-être dans la pratique, il peut y avoir des différences, mais l'objectif, c'est de pouvoir purifier l'âme. L'objectif, c'est de libérer l'âme. L'objectif, que l'homme ne soit pas l'esclave de ses passions et que l'homme puisse développer en lui la capacité de s'abstenir, d'avoir la maîtrise de soi. Chez les chrétiens, le carême qui dure 40 jours invite à la sobriété, au partage et à la prière en mémoire du jeûne du Christ dans le désert. Dans les deux cas, le corps jeûne, mais c'est surtout l'âme qui est appelée à se purifier. Et le carême pour les chrétiens est un temps très très important parce que c'est un temps de préparation, un temps de purification, un temps de préparation qui nous prépare à un événement très très important qui est au cœur de la foi chrétienne. Et cet événement, c'est la Pâque, la résurrection du Christ. Alors, le temps de carême est marqué par 3 P, comme on a l'habitude de le dire. Cela veut dire prière, partage et pénitence. Cette année, les débuts communs des deux jeûnes créent des échanges inattendus. Que nous puissions commencer ces moments importants pour les deux grandes religions ensemble, je pense que c'est vraiment une invitation forte à pouvoir cheminer ensemble pour nous rapprocher de Dieu ensemble et aussi pour nous rapprocher les uns des autres. Et je crois vraiment que ce carême nous vient avec un message très très fort vraiment de fraternité et de communion. Nous tous, on appartient à ce grand pays qui est le Mali. Nous devons nous donner la main, malgré la diversité d'opinions, de visions, mais nous devons nous retrouver autour de l'essentiel pour faire avancer ce pays. Ramadan et carême suivent des chemins différents, mais poursuivent un même objectif, se rapprocher de Dieu, des autres et de soi-même. En commençant ensemble cette année, ces deux temps spirituels rappellent qu'au-delà des religions, le jeûne est un langage universel de paix, de partage et d'espérance. Au Burkina Faso voisin, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé, tenez-vous bien, plus de 496 milliards de francs CFA entre 2023 et 2025, soit 110,44% de l'objectif initial de 450 milliards. L'annonce a été faite par le ministre en charge de l'économie lors d'une conférence de presse ce mercredi à Ouagadougou. Selon lui, cette initiative a permis d'acquérir 3 hélicoptères de combat et de renforcer les capacités des volontaires pour la défense de la patrie. Il ajoute que la prévision pour 2026 est de 200 milliards de francs CFA, avec déjà 15 milliards mobilisés. Le ministre a salué la mobilisation du peuple burkinabé et a appelé à poursuivre cet élan de solidarité. Direction le Nigeria, une explosion dans une mine de plomb dans l'état de Plateau au centre du pays a fait au moins 38 morts hier. 27 autres personnes ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Soumaïla Fani. Au Nigeria, une explosion meurtrière a frappé mercredi 18 février une mine de plomb située dans l'état de Plateau au centre du pays, faisant au moins 38 morts et 27 blessés. L'incident s'est produit entre 7h30 et 8h du matin lorsqu'une fuite de gaz a provoqué la propagation de monoxyde de carbone dans les tunnels souterrains mal ventilés. Une trentaine de mineurs âgés de 20 à 35 ans se retrouvent alors au fond du puits. Selon les témoins, leur mort serait due à l'inhalation de ce gaz toxique. Le bruit de la détonation a alerté les mineurs des sites voisins qui ont accouru sur les lieux. Selon les médias qui citent les sources locales, les blessés ont été rapidement pris en charge par les services d'urgence et transférés vers des structures médicales de la région. Le bilan, encore provisoire, repose sur les déclarations de responsables locaux et de témoins présents sur les lieux du drame. Pour élucider les circonstances de cette catastrophe, le ministre de l'Environnement a ordonné une enquête. En attendant les résultats, toutes les activités minières dans la zone sont suspendues. Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, les accidents mortels comme celui-ci sont fréquents. La semaine dernière, un éboulement a tué 3 mineurs dans l'état d'Ebony, dans le sud du pays. En septembre 2025, 18 mineurs sont morts dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest, après une pluie torrentielle.
C'est donc un commentaire signé Ibrahim Babi. Je l'annonçais au sommaire, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, n'a pas encore été officiellement démis de ses fonctions, mais une correspondance du directeur national des sports recommande toutefois la résiliation de son contrat pour non-atteinte des objectifs, notamment après l'élimination en quart de finale de la CAN 2025. À 6 mois donc d'échéance cruciale, le technicien belge joue désormais sa crédibilité à la tête de cette sélection malienne. Abdulaziz Aïdara. Contrairement aux rumeurs persistantes, Tom Saintfiet n'a pas été licencié par les autorités sportives maliennes. Selon une correspondance datée du 13 janvier, le directeur national des sports a plutôt instruit le président de la Fédération malienne de football de procéder à la résilience du contrat du sélectionneur pour non-atteinte des objectifs fixés. Ces objectifs étaient clairement définis. Qualification du Mali à la CAN 2025 prévue au Maroc, atteindre au minimum la finale de cette compétition et décrocher une qualification pour les phases de finale de la Coupe du Monde 2026. Après avoir cité tous ces manquements, le département des sports a demandé au président de la Fédération malienne de mettre fin au contrat du sélectionneur. Mais il y a mettre fin au contrat et il y a le réel qui est là. Le sélectionneur Tom Saintfiet a signé pour 2 ans. Son contrat prend fin en principe en août 2026. Il lui reste encore 6 bons mois. Au-delà du cas Saintfiet, cette situation relance les débats sur la gestion des sélectionneurs nationaux. Selon notre analyse, le Mali mise sur les résultats immédiats en compétition que sur une véritable politique de développement du football. Je crois que c'est ça le gros problème. C'est une instabilité chronique qui n'avantage pas le football. Et au Mali, j'ai l'impression qu'on juge le football que tous les 2 ans, c'est-à-dire après les Coupes d'Afrique des Nations, les phases finales. Ça, c'est très grave. Et je le concède avec vous. Et généralement, après chaque événement, CAN, il y a une évaluation qui aboutit au limogeage du sélectionneur. Selon lui, la Fédération malienne de football gagnerait à accorder plus de temps et de stabilité à ses sélectionneurs afin de bâtir un projet sportif cohérent et performant sur la durée. Essayer de travailler sur la durée. Voilà. Au moins 2 ans, ça c'est bien, mais aller à 2 ans irréconductible, je crois que ça peut être l'idéal. En 4 ans, un sélectionneur peut quand même montrer ce qu'il peut faire et ses forces et ses faiblesses. Pour l'heure, Tom Saintfiet dispose encore, en principe, d'un sursis de 6 mois pour tenter de redresser la situation et conserver son poste. Il devrait diriger les Aigles lors de la prochaine fenêtre FIFA avec au programme un match amical face à la Russie prévu le 27 mars en terre russe. Le professeur Franklin Nyamsi est l'invité de ce 1945, récemment nommé à l'école de guerre du Mali. Il fait également l'objet d'une mesure de gel de ses avoirs en France. 2 situations qui ont suscité de nombreuses réactions. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Je suis très heureux une fois de plus d'être sur TM1. Je salue le Mali, l'Afrique, qui se délecte de votre chaîne. Tout le plaisir est pour nous. Alors, vous venez d'être nommé à l'école de guerre du Mali. Quel sera concrètement votre rôle au sein de cette institution? Je suis docteur de l'université en philosophie et en sciences humaines. J'apporterai mes modestes lumières à la formation des officiers supérieurs du Mali dans mon domaine de spécialité. Les sciences humaines, donc la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la psychosociologie, la théorie politique, l'analyse géopolitique, la communication politique. C'est vraiment un apport sur mon domaine de spécialité. Je ne suis pas militaire. Alors, la vision exacte pour cette mission? La vision, c'est de contribuer à aider à la formation de l'élite de notre grande armée du Mali dans la perspective de ses devoirs sacrés pour cette terre et pour l'Alliance des États du Sahel et pour l'Afrique. Nous sommes dans un nouveau paradigme, c'est de produire le discours de la méthode de nos propres institutions et de former notre élite à partir d'un savoir endogène. Les plus hautes autorités du Mali, à la tête desquelles son Excellence le président Assimi Goïta, qui m'ont fait confiance en me recommandant auprès du commandant de cette école, le général de division Oumar Dao, eh bien, ont voulu simplement que j'apporte ce que je sais faire et que je sais faire depuis plus de 30 ans. Enseigner les sciences humaines, c'est mon métier.
Alors, parallèlement, vos avoirs ont été gelés en France. Comment interprétez-vous cette décision? Le 10 février 2026, le président français Emmanuel Macron, à travers ses ministres de l'économie et des finances d'une part et ministre de l'Intérieur, a produit un arrêté arbitraire décidant de geler tous mes avoirs et mes biens économiques en France au motif que j'aurais porté atteinte à la nation française, porté atteinte à la diplomatie, à la défense et même à la sauvegarde de la population française, simplement à travers la production de mes livres, de mes conférences, à travers la production de ma critique du néocolonialisme français en Afrique. C'est un fait inédit dans l'histoire judiciaire et politique française qu'un civil, un intellectuel, un philosophe, agrégé de philosophie de l'enseignement français. Par ailleurs, j'ai certes démissionné de ce poste-là depuis le 1er septembre 2025, docteur de l'université française, auteur d'une 50aine de livres, soit considéré comme coupable d'atteinte à une nation, d'atteinte à la diplomatie, à la défense et même à la sauvegarde de la population française, parce qu'il critique non pas le peuple français, non pas la nation française, mais la politique néocolonialiste de la France en Afrique, caractérisée par l'occupation militaire, la dictature monétaire du CFA, l'ingérence dans les affaires africaines et la répression de l'identité culturelle africaine à travers une francophonie dévoyée. Mes avocats, un collectif donc de l'Institut de l'Afrique des Libertés, qui sont mobilisés en une dizaine, introduiront une instance contentieuse dès lundi prochain. Et ce qui est très grave, c'est que M. Macron justifie cette décision qui n'est pas celle d'un juge. Elle a été prise au palais de l'Élysée, au gouvernement, à Matignon. Elle a été prise place Beauvau et au ministère de l'économie à Bercy. Il la justifie par le fait que j'agirais sous l'influence, sous les instructions de la Fédération de Russie, de la République du Mali, de la République du Niger et de la République, et en tout cas du Burkina Faso, ce qui est extrêmement grave. Mon engagement pour l'émancipation africaine date de mes 19 ans. J'en ai bientôt 54. J'ai écrit une 50aine de livres et la plupart de mes livres ont été écrits avant 2017, date de l'arrivée du président Macron au pouvoir, et ils ne m'ont jamais été dictés ni par la Russie, ni par les présidents de l'Alliance des États du Sahel. Je soutiens l'Alliance des États du Sahel parce que je suis panafricaniste révolutionnaire et que la politique qui est menée ici au Mali, au Burkina Faso et au Niger est celle que j'aimerais voir menée partout en Afrique, à commencer par mon pays natal, le Cameroun. Donc c'est tout simplement scandaleux que l'on incrimine, que l'on criminalise, que l'on diabolise l'activité d'un intellectuel qui, de toutes les façons, a acquis une notoriété sur la base de son travail et non pas sur une quelconque complaisance. Alors, je dénonce cela. Parlant justement des pays de l'AIS, est-ce que selon vous, cette double actualité, nomination à l'école de guerre du Mali, gel et mesures restrictives en France, est-ce que ces deux actualités révèlent, selon vous, une recomposition plus large des relations entre la France et les États de l'AIS? Alors, la France a voulu en quelque sorte, en tout cas le président Macron, présenter l'arrêté qu'il a fait signer le 10 février comme une sanction de mon engagement pour apporter un enseignement en sciences humaines à la grande école de guerre du Mali. Pourtant, il ne devrait y avoir aucun rapport entre les deux événements. Dans toutes les écoles de guerre, et notamment donc les écoles supérieures de tous les pays du monde, des spécialistes de toutes les disciplines contribuent à la formation. C'est un fait banal. Mais il y a un vrai problème. Ils n'ont pas compris que l'Afrique n'a plus besoin de passer par Paris pour penser. Elle n'a pas besoin de passer par Paris pour agir, pour innover, pour créer, pour décider. L'Alliance des États du Sahel a son centre en elle-même. C'est pas une organisation aliénée. On a quelques organisations sur notre continent qui sont aliénées, qui fonctionnent sur piston. On en connaît plusieurs. Mais la deuxième chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que si on veut un renouveau des relations franco-africaines, il faudra baser ce renouveau sur la vérité, la justice et la reconnaissance solidaire des actes qui ont été posés. Les crimes de guerre commis par les armées négrières coloniales, néocolonialistes et impérialistes occidentales en général, françaises en particulier en Afrique, doivent être jugés. Ils doivent être réparés, ils doivent être indemnisés. C'est sur cette base que de nouvelles relations véritablement fraternelles et équitables seront possibles. Au lieu de flinguer les messagers, que sont les intellectuels, les activistes, les militants panafricanistes, comme moi, il faut écouter le message de vérité et de justice qui vient de l'écrasante majorité des jeunes générations africaines. L'ancien président français,
Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République, a prévenu tout le monde. En France, l'argent que nous avons dans notre poche vient pour l'essentiel de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il faut rendre aux Africains une partie de ce qu'on leur doit, d'autant plus que, si c'est pas le cas, nous irons vers de très grandes convulsions. C'est une citation par cœur. Et je cite le président Macron. En juin 2017, dans Le Figaro, il dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Ces 2 chefs d'État français reconnaissaient à demi-mot la responsabilité de la France dans le désordre et la déstabilisation, ce qui n'exonère pas les Africains eux-mêmes d'une partie des responsabilités de ce qui nous arrive, mais ils reconnaissaient cette responsabilité. Et toute mon œuvre est simplement de mettre chacun face à ses responsabilités afin qu'on aille vers un monde réconcilié. Donc, enseigner dans une école de guerre, c'est quelque chose d'ordinaire, mais qui est réservé à des gens compétents. Et il y a des compétences de toutes les disciplines qui enseignent dans toutes les écoles de guerre du monde. Cela étant dit, ici, en Afrique, l'engagement fondamental, c'est la souveraineté. C'est la trilogie, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense de nos intérêts vitaux. Et ce qu'ils ne veulent pas comprendre à Paris, c'est que l'Afrique peut vivre sans eux. Et donc, professeur, l'impérial terrorisme ou encore pour un nouveau leadership populaire camerounais, où en sommes-nous avec le parcours de ces livres? Alors, l'impérial terrorisme, je le dis vraiment sans vantardise, c'est l'essai politique de l'année 2025. Il a été édité ici au Mali, à Bamako, lancé au mémorial Modibo Keïta, ce livre. Je rassemble dans ce livre essentiellement les preuves occidentales de l'origine des organisations terroristes qui ensanglantent notre continent. Preuves américaines, preuves européennes, preuves françaises. Et on se rend compte que nous ne sommes pas attaqués pour des raisons religieuses. Al-Qaïda ou l'État dit islamique sont simplement des groupes de mercenaires, des puissances de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient qui doivent semer du désordre sur notre continent pour nous imposer leurs conditions de coopération économique, c'est-à-dire le bradage de l'uranium, de l'or, du manganèse, du cobalt. Les preuves qui sont rassemblées là, aucune n'est contestée. Personne m'a porté plainte pour diffamation parce que je vais jusqu'à prendre des preuves de France 24, qui est quand même un organisme du ministère des Affaires étrangères française. Le 30 juillet 2014, France 24 publie un reportage pour dire que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel. Je cite le reportage. Et c'est que des preuves de cette nature. Des preuves du Sénat américain, des preuves de l'Union européenne. Donc ce livre-là, c'est un bréviaire qui délivre les Africains de l'illusion que nous sommes dans une guerre religieuse. Nous sommes plutôt dans une guerre de recolonisation impérialiste déguisée sous le motif, entre guillemets, djihadiste, qui est un faux motif. Et je suis venu avec cet autre ouvrage que je mets également à la disposition de votre rédaction parce que c'est une objection que j'entends un peu partout. Quand je viens au Mali et que je parle du Mali, on me dit « mais vous parlez jamais du Cameroun ». Eh bien, là, c'est le 5e de mes livres sur mon pays natal, le Cameroun. Et j'appelle à appliquer au Cameroun les recettes qui marchent au Sahel. J'appelle les forces panafricaines à participer à la libération du Cameroun. Car seule la conscience panafricaine peut élever tout pays africain issu des frontières imposées par la colonisation. Alors, professeur, un message pour les Maliens, pour l'Afrique et pour tous ceux qui vous suivent ce soir sur TM1. D'abord, aux musulmanes, aux musulmans, aux chrétiennes, aux chrétiens, Ramadan Karim et excellent Carême. On a une belle coïncidence. Dans le journal tout à l'heure, vous soulignez cette symbiose entre le christianisme et l'islam dans cette période où nous nous consacrons à la purification de l'âme qui est la condition de la beauté de l'humain et de la société. Mais il faut aussi que nous nous rendions compte que ce que le Tout-Puissant nous a offert pour vivre, c'est l'Afrique. Notre mère terrestre, c'est l'Afrique. Rendons sacrée, considérons comme sainte la terre de nos ancêtres et défendons-la en tout ce qu'il y a de vrai, de juste et de solidaire. Élevons-nous à la conscience panafricaine pour que dans chacun de nos pays, la dignité de l'homme et de la femme africaine soit préservée. C'est là le grand message. Je dis, apprenons, osons, comprenons et aimons. Voilà. Merci à vous, professeur. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, une actualité qui continue de susciter débats et réactions, tant sur le plan académique et diplomatique. Nous suivrons bien évidemment l'évolution de ces 2 dossiers dans nos prochaines éditions. Et on termine avec la une du Journal du Mali. Marché en flammes, le prix du désordre. Titre l'hebdomadaire cette semaine, puisque les incendies à répétition révèlent la fragilité structurelle des marchés de Bamako.
Le sinistre de Soubouninkouroua relance la question de leur organisation, de leur sécurisation et de leur gouvernance. Le Journal du Mali, dans son numéro 564, vous propose d'autres articles sur le maintien et les questions autour des réformes, des résultats de l'agriculture ainsi que l'objectif mondial 2027 pour El Hadji Dicko. L'hebdomadaire est gratuit et téléchargeable sur son site officiel www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à vous et à demain.